Les merveilleuses aventures de Kalon par ASP Explorer. Kalon et la sorcière sombre. Chapitre 6, où la bataille fait rage dans une confusion totale. Melgo profita de sa position pour lancer un échanson sur le borgne qui n'eut que le temps de se cacher derrière un jubé. Le plus gros des larrons se lança sur Saboun, armé d'une tricoise de belle facture, mais fut intercepté par Kalon qui, sous le choc, perdit son épée. Les deux hommes roulèrent de concert sur les dalles poussiéreuses, se lançant des regards de défi et de haine pure. Mais comme l'étreinte se prolongeait, il apparut au brigand que l'Éborien était bien plus puissant que lui, et il en appela à ses camarades. Le laid et le sale se précipitèrent, un peu rapidement cependant, et Melgo eut le temps de saisir une poignée de merlons et de bombarder les deux fripouilles, ce qui les retarda assez pour que Kalon, d'un coup de sécutor, écrase le nez de son adversaire. Pendant ce temps, les deux commanditaires de ces coupables expéditions nocturnes, après s'être toisés avec méfiance, s'étaient jetés l'un sur l'autre. Benahem réussit à étourdir Saboun de sa masse imposante, mais commit l'erreur de ne pas l'achever, et se précipita vers le bas de la pièce, sans doute pour prendre possession du livre. Il fut arrêté par Melgo, qui, profitant de ce que les deux voleurs étaient occupés par un Kalon en grande fureur, réussit un superbe plaquage. À terre, les deux hommes empoignèrent l'un une vielle à roue, l'autre un sicaire, et se ruèrent de coups. Kalon, debout, barrait maintenant la route aux deux malandrins restants, et faisait de grands moulinets d'un massif pangolin qu'il avait ramassé, ce qui incita ses ennemis, après un clin d'œil complice, à l'encercler et à l'attaquer des deux côtés à la fois. Le borgne prit un coup prodigieux qui lui fendit la moitié du crâne qui était encore intact, le laissant mort. Mais le puant réussit à déséquilibrer de nouveau le barbare, et à l'aide d'un péristyle le frappa à plusieurs reprises à l'abdomen, réveillant les douleurs causées plus tôt par le Bénosi. Hurlant comme un fauve blessé, Kalon tenta de repousser son pestilentiel adversaire, mais sans succès. Alors, du haut de la crypte s'enfla, comme un grondement de tonnerre, la voix atrocement déformée du conseiller Saboun, proférant dans une langue qui n'était pas prévue pour une gorge humaine, quelques terribles imprécations, quelques suppliques aux esprits élémentaires d'outre-monde. Et son corps tout entier, ainsi que ses vêtements, furent pris d'un spasme douloureux, tandis que sa forme semblait se dissoudre dans une marée de feu. Et son rire terrible s'éleva jusqu'à la voûte pleine d'étoiles de la crypte, tandis que dans ses mains s'assemblait une sphère incandescente, insupportablement brillante. Benahem hurla de terreur, tenta de fuir, tandis que Melgo se terrait sous une table, et que Kalon profitait de la diversion pour briser l'échine de son ennemi. La boule de feu fila comme une flèche en direction du malheureux Benahem, desséchant en un instant tout ce qu'elle frôlait, et explosa en une tempête de lumière et de chaleur quand elle toucha sa cible. Toute la peau de l'homme se carbonisa. Sa graisse parut fondre en un instant, puis l'on crut voir dans les flammes son squelette hurler muettement un instant avant de retomber en poussière. Surmontant la faiblesse consécutive à son sortilège et profitant de l'état d'hébétude de nos amis, Saboun courut parmi les ruines brûlantes et arracha le livre de sorts des mains de son légitime propriétaire en poussant un cri de triomphe. Lorsqu'il l'ouvrit et qu'il commença à y lire un nouveau sortilège, Kalon et Melgo surent que le perfide vieillard s'était joué d'eux et cherchait maintenant à se débarrasser des témoins gênants. Pourquoi un conseiller d'Ak en mission officielle aurait-il eu besoin de se cacher pour entrer dans sa propre ville ? Pourquoi ne pas envoyer la milice récupérer le livre, au lieu d'embaucher de coûteux et peu fiables mercenaires étrangers ? Comment connaissait-il si bien la maison d'un sorcier où toute la ville avait dû avoir peur de se rendre ? 1000 questions se bousculaient dans la tête de Melgo, tandis qu'une évidence se faisait jour. Ils allaient mourir. Alors, derrière le sorcier se dressa péniblement la silhouette de Souk, la sorcière sombre. Le feu était de sa soyeuse chevelure rousse, dans la courbe sensuelle de ses hanches, dans ses mouvements lascifs et félins aussi charmeurs que mortels. Une fine tunique de cuir noir, profondément échancrée, contenait mal les deux globes fermes et fiers de son opulente poitrine, qui était tant un appel à l'amour qu'un défi aux hommes. Tout dans son corps n'était que passion, douceur et puissance mêlées, de ses jambes fuselées, fines comme les pattes d'une gazelle, à son cou gracile et délicat. Son visage était celui d'un elfe,
un enchantement, une splendeur, une merveille de la nature, un ovale presque parfait qui n'était troublé que par de délicieuses pommettes, héritage de ses ancêtres ptas, et son menton fin et volontaire. Et dans ses yeux gris-vert aux reflets changeants selon l'heure du jour, on pouvait lire toute la sauvagerie animale d'une tigresse du désert. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Ça fait bien dans ce genre d'histoire de caser une description comme celle-là de temps en temps. Ceci étant, pour être honnête, il me faut bien admettre que j'ai un peu enjolivé les choses. Question cheveux, elle était rousse, pas de doute. Elle avait une sorte de tignasse rouge et hirsute, coupée court car plus long, ils eussent été impossibles à démêler. Elle était fort maigre, et même une paire de timbres-poste reliés par du fil de couturière aurait suffi à soutenir ses avantages inexistants qu'elle ne couvrait pas moins d'une chemise informe et trop grande pour elle. De même, la partie inférieure de son corps était dissimulée sous des braies bouffantes à rayures, plus pratiques qu'une robe, disait-elle. Ses attaches étaient, il est vrai, graciles et délicates, et lorsqu'elle était nue, il n'y avait pas besoin de beaucoup d'imagination pour se figurer son squelette entier. Son visage, si on avait dû le comparer à celui d'un animal, la rapprochait plus du rongeur que du félin. Cela venait surtout de ce que, comme elle était devenue fort myope à force de consulter des livres écrits petits dans la pénombre des bibliothèques, elle plissait fréquemment les yeux, ce qui lui faisait un petit minois. Myopie qui lui valut d'ailleurs son surnom de sorcière à la vue sombre, qui fut abrégé plus tard en sorcière sombre. Ajoutons pour être complet qu'elle était criblée de taches de rousseur. Sans doute aurait-on trouvé injuste un homme qui l'eût dit laide, mais on aurait bien ri du ménestrel qui eût chanté sa beauté, et on lui eût conseillé un meilleur opticien. Bref, après avoir repris ses esprits et constaté qu'un individu présentant tous les signes distinctifs du nécromancien fou s'apprêtait à lancer la mortelle théurgie dite « extermination titanique et définitive des représentants de commerce, témoins de Jéhovah et autres indésirables », Souk empoigna un ingouch dont elle tenta de frapper le sorcier. De fait, Saboun fut troublé dans son invocation et perdit le sort dont l'énergie accumulée s'évapora en pure perte sous forme de flamèches dorées qui rajoutèrent à l'incendie qui prenait de l'ampleur. Mais il réussit dans un réflexe à éviter l'arme improvisée et à décocher à la jeune fille un douloureux coup de poing dans le plexus solaire qui la renvoya par terre sans connaissance. Douloureux surtout pour Saboun, qui se cassa une phalange contre les côtes saillantes de la jeune fille. Calon avait profité de ce répit pour retrouver son écorcheuse, la brandit virilement en direction du sorcier félon, et courut sur lui en poussant le cri de guerre de ses ancêtres barbares. Mais Saboun se retourna à temps, s'environna d'un halo bleu translucide et proféra sa malédiction. Par Melphis et Bandalis et les esprits de Boudin, que ta lame d'acier devienne molle comme du Le n'est pas un fromage, ni un synonyme de gélatine, ni une variété de beurre, ni une sorte de petit animal paresseux des jungles de Bélène, ni quoi que ce soit qui soit connu pour sa mollesse. Est le bruit que l'on émet lorsqu'après avoir traversé un bouclier magique censé pouvoir arrêter un troupeau de Triceratops en rut, une épée vous fend le crâne en deux jusqu'au trou occipital. Ainsi périt misérablement le conseiller capitulaire Saboun, victime de l'écorcheuse et de Calon, son porteur. « Calon, vite, le feu !» L'incendie avait pris partout dans la crypte, dévorant les élégantes tentures et le bric-à-brac par terre, et Melgo attendait son compère dans l'embrasure de la porte qui avait vu Benahem et ses sbires entrer dans l'arène de leur dernier combat. Calon extirpa son arme du crâne sanglant en y prenant appui de son pied, puis sauta au-dessus des flammes, rejoignit Melgo, et tous deux coururent dans le couloir de la maison. Quand soudain le barbare s'arrêta et fit demi-tour malgré les protestations du voleur. Il inspira longuement, replongea dans le brasier infernal, et parut disparaître plusieurs longues secondes. Lorsqu'il reparut, le visage roussi et les cheveux fumants, il tenait dans une position fort classique et bien connue la jeune sorcière qui dans ses bras paraissait si petite. Chapitre 7, où l'on obtient quelques explications. Melgo et Calon s'enfuirent donc dans la nuit d'Ac, courant aussi vite et silencieusement que possible, cherchant quelque abri sûr avant que la milice ne soit avertie de l'incident et ne se mette à rechercher des responsables. Cependant, la Providence sourit à nos héros.
L'incendie de la crypte s'était répandu à la villa, puis à une bonne partie des quartiers de Palsiflorge et Boniden, ce qui occupa considérablement la milice et les habitants durant le reste de la nuit. À l'aurore, profitant de ce qu'on avait ouvert les portes de la ville afin que l'on puisse faire la chaîne entre l'Argata et le front de l'incendie, les deux larrons prirent un air dégagé et sortirent avec leurs protégés encore endormis. Ils payèrent l'aubergiste pour le médiocre repas, les filles qu'ils n'avaient pas eues et la nuit qu'ils n'avaient pas passée au cochon noir, récupérèrent leurs montures et se mirent bien vite en route vers le sud-ouest. Souk se réveilla peu après, se demandant où elle était et ce qu'elle faisait en compagnie de ces deux hommes. Après que Melgo lui eut narré par le menu et avec force détails, dont certains étaient vrais, leurs aventures de la nuit, elle leur expliqua elle-même sa version des faits. Son père, sorcier bien connu à Ak pour soigner les notables de la cité et pour recueillir leurs confidences, avait inscrit dans son livre non seulement quelques sortilèges de grande puissance, mais aussi nombre de petits secrets inavouables sur ses patients en général, et les conseillers capitulaires en particulier. Le livre était en fait une sorte d'héritage qu'il avait laissé à sa fille unique, contenant tout son savoir mystique ainsi que divers renseignements facilement monnayables. Mais Villader s'était cru plus puissant qu'il n'était, et il était mort, sans doute empoisonné par quelque sombre coterie. Souk, sachant que l'ouvrage risquait d'attirer la convoitise et qu'elle ne pouvait guère quitter la ville sans être arrêtée par les gardes aux ordres du conseil, décida d'attirer les assassins dans un piège afin de les démasquer et de s'en venger. Le macabre subterfuge aurait pu réussir si Melgo n'avait pas eu une si bonne vue et si Saboun ne s'était pas révélé un si puissant sorcier. Lui ne voulait que les sortilèges, alors que Benahem, lui aussi conseiller capitulaire, voulait faire chanter les puissants Dak et ainsi en devenir le maître. Ce matin, il ne restait plus rien de toute cette vilainie, la demeure de Villader, le livre, et les deux conseillers n'étaient que des cendres. « Et maintenant, jeune fille, que vas-tu devenir ? Vas-tu retourner en Ak ?» demanda Melgo. « Je n'ai plus ni famille, ni bien, ni maison. Je n'y ai que le mépris des habitants et la haine des médiocres. Je maudis cette ville et tous ses habitants, puissent-elles brûler jusqu'à la dernière poutre. » Et tournant son regard troublé vers la cité fumant dans le levant, elle devina qu'elle serait sans doute exaucée. Ainsi donc, en la ville d'Ak, Kalon le barbare sans cervelle et Melgo le voleur aux yeux d'aigle reçurent-ils le renfort non négligeable d'une sorcière myope au caractère de cochon.